Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'UFE, que je remercie au passage, et consacré à l'investissement en immobilier, et plus particulièrement à la nue propriété dans l'ancien. Je suis moi-même Amaury Calonne, je suis un associé de la société Monetivia, et Monetivia qui est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est démembrement de propriété, expert sur toutes ces questions, et tout ce qui est achat et vente, ce qu'on appelle en nue propriété, et qui propose différentes solutions pour des investisseurs de long terme en immobilier. Alors, je sais qu'on est dans une période très particulière, puisque dans une heure, il y a un match qui doit intéresser sans doute certains d'entre vous, qui va démarrer. Donc, je promets qu'on aura fini bien avant, pour ceux qui le souhaitent. L'idée ici, c'est de vous présenter rapidement, de façon concise, l'intérêt de ce type de format, surtout pour des expatriés. J'ai moi-même été expatrié quelques années en Asie, et j'ai profité de ce type d'investissement qui est particulièrement adapté pour ce type de population. Alors, quand on parle immobilier, évidemment, quand on parle investissement immobilier, on pense tout de suite à l'investissement locatif. J'achète un bien et j'ai un locataire. On a pu constater ces dernières années les limites de ce type de solution. D'abord, parce on a vu beaucoup les rendements diminuer, avec des loyers qui, dans certaines villes, sont plafonnés et qui n'ont pas forcément suivi l'inflation. La loi Allure a accentué les déséquilibres entre le propriétaire et les locataires. On a un certain nombre de charges de copro, de taxes foncières, etc., qui n'ont cessé d'augmenter, et ça ne va pas s'arrêter. Donc le propriétaire va continuer à payer une taxe foncière je ne sais pas si vous avez vu en France, mais il y a certaines villes où ça explose. Paris, c'est plus 50%. Le sud de Marseille, c'est... Donc les taxes foncières, c'est impressionnant parce que la taxe d'habitation parallèlement est supprimée. Et on voit aussi sur les revenus qu'on peut percevoir du locatif la fiscalité qui elle aussi s'est pas arrêtée. Et quand on cumule tout ça, plus le temps qu'on passe à gérer ces locataires, le jeu en vaut pas forcément la chandelle. Je vous ai mis un exemple là pour un non-résident sur un bien. Quand on achète un bien qui vaut par exemple 600 000 euros, avec un loyer qu'on fixe à 3,5%, soit 21 000 euros, une fois qu'on a retiré tous les coûts d'assurance, de charges de copro, de travaux, les taxes foncières, etc., grosso modo, il y en a pour 4 200 en moyenne. Selon là où vous vous trouvez en tant que non-résident, vous allez être taxé à 20% sur votre IR, plus le prélèvement de solidarité à 7,5%. Ça peut être plus selon d'autres pays, mais une fois que vous avez retiré tout ça, sur un loyer de 21 000 euros de départ, il vous en reste plus que 12 180, ça fait un rendement de 2%. Si en plus vous êtes à l'IFI, vous retirez la première tranche, il vous reste 1,33%. Donc on se rend compte qu'avec l'augmentation de l'immobilier, les loyers qui n'ont pas suivi et tout ce qui va avec, ce n'est pas toujours la solution idéale. Alors, il y a une façon de faire à peu près la même chose que ce type d'investissement, mais en s'affranchissant de tous les inconvénients du locatif, c'est l'investissement en nue propriété. Comment ça fonctionne, l'investissement en nue propriété? C'est assez simple. Vous achetez un bien à un propriétaire, à un vendeur, qui va conserver un usage déterminé dans le bien. Il va vous dire, je garde 5, 10, 15, 20 ans à vie le bien. Et cet usage qui va conserver, on va fixer le loyer et ça va déterminer le prix du bien. Un exemple, si le bien, par exemple, vaut 500 000 euros, la personne dit « je garde 15 ans le bien », et bien à ce moment-là, on fixe les 15 années de loyer, combien vaut d'habiter ce bien pendant 15 ans. Cette valeur de loyer, 180 000 euros dans cet exemple, 500 000 moins 180 000 euros, vous achetez le bien 320 000 euros et vous laissez 15 années le bien à la personne et vous récupérez le bien au bout de 15 ans. Le principe juridique, c'est quoi? Ce n'est pas un bail, vous n'avez pas un bail que vous mettez en place, c'est très simple, c'est le droit immobilier en France. La pleine propriété, elle se décompose de deux droits, usufruit et nue propriété. La nue propriété, c'est je suis propriétaire des murs, mais je n'occupe pas le bien. L'usufruit, c'est j'ai l'usage et le fruit du bien.
Donc, ce qui se passe là, c'est que vous allez acheter la nue propriété du bien et laisser un usufruit temporaire à votre vendeur et qui, au terme de cet usufruit, à l'échéance, recompose la pleine propriété et vous détenez en pleine propriété le bien et vous en faites ce que vous voulez. Vous le vendez, vous le louez, vous l'occupez, vous en faites ce que vous voulez. On valorise donc l'usufruit économiquement. Hein, ce n'est pas un barème, ce n'est pas un barème fiscal ou je ne sais quoi. On part du loyer du bien. Hein, si c'est un appartement, un petit appartement à Paris, si c'est une maison dans le sud, on fixe le loyer du bien, on l'indexe. L'idée, c'est que sur la période d'usufruit qu'on va laisser au vendeur, on fait augmenter cette valeur de loyer chaque année. Et cette masse de loyer, ensuite, on l'actualise, évidemment, puisque percevoir aujourd'hui 1 000 euros ou les percevoir dans 20 ans, ils n'ont pas la même valeur. Donc, on raisonne dans ce qu'on appelle valeur actualisée nette. On actualise le tout. Et ça nous donne cette valeur de loyer qu'on peut déduire de la valeur du bien qui fait le prix d'acquisition de la nue propriété. Donc, cette masse de loyer, c'est la décote dont vous bénéficiez sur le bien. Hein, c'est l'exemple de tout à l'heure. Le bien vaut 500 000. J'en ai pour 180 000 euros de loyer sur 15 ans, hein, la valeur de cet usage. Je déduis ces 180 000 des 500 000 et j'achète le bien 320 000. On fait souvent ça avec des propriétaires qui sont des seniors. Donc, quand on détermine une période, une durée donnée, c'est-à-dire sur 10 ans ou 15 ans, il y a 2 cas de figure qui peuvent se produire. Premier cas de figure, c'est que ça dure moins longtemps que prévu parce qu'il y a un décès. La personne qui conservait l'usufruit de 15 ans, par exemple, casse sa pipe au bout de 10 ans. Donc, vous allez, à ce moment-là, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on prévoit le fait que ça puisse durer un peu plus longtemps. Dans le premier cas de figure, décès du vendeur de façon prématurée par rapport à l'usufruit initial qui avait été laissé à ce vendeur, c'est-à-dire dans l'exemple ici 15 ans. Si jamais la personne décède, disons, 5 ans avant, vous allez donc récupérer le bien 5 ans plus tôt, hein, puisque l'usufruit, juridiquement, ce qui se passe, c'est que l'usufruit s'éteint, il disparaît le jour du décès, et vous devenez, de fait, immédiatement, mécaniquement, juridiquement, plein propriétaire du bien. Et ce qui se passe, c'est que cette personne qui vous a prépayé l'équivalent de 15 ans de loyer sous forme de décote, eh bien, vous allez restituer la valeur des 5 années pour avoir récupéré le bien 5 ans plus tôt. Vous allez restituer cette valeur moins un abattement. Hein, l'idée étant de dire, j'encaisse, je suis réglé de l'équivalent de tous les loyers au départ, sous forme de décote. Si je dois en rendre, je rends, mais je ne rends pas tout. Je ne rends pas tout parce que je bénéficie d'un abattement minimum d'un tiers, de 33%, sur ces loyers à restituer. Donc, mécaniquement, évidemment, si je récupère le bien plus tôt, comme j'ai cet abattement sur la valeur des loyers à restituer, j'augmente la rentabilité mécanique. Deuxième cas de figure qui est un peu plus rare, c'est que vous êtes parti encore une fois sur un usufruit temporaire de 15 ans. Au bout de 15 ans, la personne qui était dans le bien a souhaité continuer à occuper le bien. Vous le savez au départ, hein, le bien vous sera proposé comme tel, avec cette option pour le vendeur de continuer à occuper le bien. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le contrat Malivia. Ça a été lancé avec Allianz, notre partenaire sur cette solution. À ce moment-là, Allianz enclenche une assurance, une indemnité mensuelle qui fait que tous les mois, tant que le bien est occupé, hein, vous percevez une indemnité versée par Allianz aussi longtemps que le bien est occupé par le vendeur. Ce qui fait que votre TRI, le taux de rendement, la rentabilité sur l'opération ne se dégrade jamais. Vous êtes parti sur 15 ans, le bien continue à être occupé par la personne, et là s'enclenche cette indemnité qui vous est versée tous les mois. Donc en résumé, c'est un démembrement de propriété avec une assurance derrière. Si ça se finit plus tôt, vous avez un TRI qui augmente avec l'abattement dont vous bénéficiez sur la valeur du complément à restituer, du fait que ce soit fini plus tôt. Si ça finit plus tard, à ce moment-là, vous percevez un revenu tous les mois qui protège du coup le TRI de l'opération grâce à Allianz. Alors évidemment, investir sous ce format, ça présente de très nombreux avantages par rapport au locatif. Hein. Puisqu'en fait, ça revient à quoi? Ça revient à toucher la totalité des loyers immédiatement et net d'impôts.
hein, puisque ces loyers, la totalité, c'est qu'ils sont, ils sont sécurisés. Hein. Si on part sur 5 ans, sur 10 ans d'usufruit, sur 15 ans d'usufruit conservés par le vendeur, c'est bien ces 5 ans de loyer ou 10 ans de loyer ou 15 ans de loyer qui vous sont pré-réglés sous forme de réduction de prix par le vendeur. Donc, vos loyers, 100% des loyers sont pré-réglés et donc vous n'avez aucun risque locatif sur la période. Deuxième avantage, ils ne sont pas fiscalisés. Hein, ils ne passent pas par la case impôts. Ce n'est pas je perçois des loyers et ensuite c'est sur mon TMI, je paye des impôts. Non, comme ils sont perçus sous forme de réduction de prix, vous allez toucher 100% des loyers net d'impôts. Troisième avantage, c'est quand vous allez ressortir le bien. Si vous achetez par exemple un bien d'1 million, l'exemple qui est sur le slide, prenons un bien d'1 million d'euros pour l'exemple. Vous achetez le bien 650 000 euros en laissant 15 ans d'usufruit à votre vendeur. Donc, vous bénéficiez de 35% de décote, de 350 000 euros de décote. Le jour où vous récupérez le bien, dans 15 ans, quand vous allez le revendre, votre prix de revient pour le calcul de la plus-value, ce n'est pas 650 000 euros, c'est 1 million d'euros. La décote est totalement défiscalisée. Le fisc considère que vous l'avez acheté à 1 million d'euros et non pas à 650 000 euros. Donc, la plus-value imposable en cas de revente du bien est calculée à partir de la valeur initiale en pleine propriété et non pas à partir de la valeur que vous avez décaissée, c'est-à-dire de la nue propriété. Autre avantage, charges de copro, taxes foncières, tout ça est réglé par l'usufruitier pendant toute la durée de l'usufruit. Donc, vous n'avez rien à débourser. Il n'y a aucun flux financier. Si les charges de copro augmentent pendant 15 ans, c'est l'usufruitier qui les paye. Même chose pour la taxe foncière, c'est l'usufruitier. Tout ce qui grève le rendement dans le locatif, tout ça reste côté usufruitier. Hormis, ce qui vous reste juste à vous, investisseurs, c'est les grosses réparations au sens de l'article 606, c'est-à-dire, il se résume dans le cadre d'un démembrement à l'enveloppe d'un bien, c'est-à-dire structure, toiture, un ravalement de façade, par exemple, c'est pour l'usufruitier. Les frais de notaire, autre avantage encore, ils sont calculés évidemment non pas sur la pleine propriété. Là, le bien d'1 million d'euros, ce n'est pas 7,5 d'1 million d'euros, ou 7 ou 7,5 qui sont à peu près les droits de mutation quand on achète dans l'ancien. Ce n'est pas sur 1 million d'euros, mais c'est sur la valeur fiscale de la nue propriété, donc autour des 650 000. Il y a un barème fiscal, là, pour le coup, qu'utilise le Trésor public et qui se rapproche du prix économique de la nue propriété. Et donc, vous gagnez du coup 7,5% de la décote. Ce qui n'est pas neutre, parce que quand on ramène ça par rapport au loyer, c'est à peu près un an et demi de loyer net gagné rien qu'en frais de notaire. Et puis surtout, quand on est expatrié, quand on est loin, on n'a aucune gestion, aucun souci de gestion. Vous achetez un bien, un vendeur qui reste dedans, qui vous a pré-réglé de tous les loyers qu'il a conservés et de la durée qu'il a conservé dans le bien, sous forme de décote. Et donc, rendez-vous le jour où vous récupérez le bien. Dans l'intervalle, vous n'avez absolument rien à gérer, il n'y a pas de flux financier, il n'y a absolument rien à faire. Donc, vous l'avez bien compris. Enfin, en tous les cas, j'insiste sur ce point-là. Ce qu'il y a d'absolument extra dans la nue propriété, c'est que vous combinez deux choses qui sont assez antinomiques dans un investissement, c'est la sécurité et la performance. En général, vous n'avez pas l'un avec l'autre. C'est soit vous avez la sécurité, du coup, pas trop de performance, soit vous avez la performance, mais du coup, vous avez du risque. Là, vous avez les deux, c'est la sécurité et la performance. La sécurité, parce que vous achetez un actif tangible avec une forte décote, donc votre capital il est quasiment garanti. Avant qu'il soit touché, il faudrait que l'immobilier vraiment s'effondre. Donc, vous avez un produit quasiment un capital garanti qui sécurise votre capital, et vous prenez la performance du locatif, de l'immobilier, puisque vous avez la valeur des loyers, doublée en plus d'un effet de levier, puisque la hausse du marché immobilier, elle est faite évidemment sur la plaine, et vous avez acheté en nue propriété. Donc, vous avez un effet de levier extraordinaire sur les fluctuations immobilières. Donc, vous avez donc un couple rendement-risque qui est absolument optimal sur ce type d'investissement. Voilà, actif tangible, c'est de la pierre, valeur refuge, que vous achetez avec des cotes, c'est vos loyers garantis.
vous percevez 100% de la performance, parce que là, on n'est pas dans un investissement, dans un fonds qui va vous prendre des frais de gestion, dans un PER, un PERP ou je ne sais quoi, hein, qui chaque année vous prend des frais de gestion et qui grève la performance de votre placement. Là, vous prenez 100% de la performance. Hein. Vous avez acheté le bien avec des cotes et quelle que soit la variation du bien, vous prendrez, tout est pour vous, vous n'avez rien à payer pendant la durée de votre placement. La chose à savoir, en revanche, hein, ce qui est très important, c'est que quand on investit en nue propriété, on investit sur le long terme. Il ne faut surtout pas faire ça si vous voulez récupérer le bien dans 2 ou 3 ans. Hein, ça, c'est peut-être que la vie fera que vous le récupérez dans 2 ou 3 ans, mais ce n'est absolument pas la logique quand on investit en nue propriété. C'est clairement de la constitution de patrimoine. Je mets en portefeuille un actif qui se capitalise et qui ne requiert de ma part aucune gestion, aucun temps passé. C'est vraiment, voilà, je reste zen par rapport à ce placement. Je vous ai mis un petit cas pratique pour illustrer un peu mes propos. Donc là, on peut faire tout type de biens dans l'ancien. Hein. Ça peut être de la pierre de taille. Vous voyez, là, c'est une maison à Saint-Tropez qu'on a vendue. Il y a un appartement là à Mandelieu. L'autre appartement, je crois que c'est ici les Moulineaux. Donc voilà, on peut faire tout type d'actifs. Je vous ai mis ici en cas pratique un exemple d'un appartement qu'on a à Paris, dans le 10e arrondissement, à 130 mètres carrés. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a évalué, donc on est parti sur un usufruit de 15 ans sur cet actif. Le loyer a été fixé à 32,50 € du mètre, indexé à 1,5 avec un taux d'actualisation. Et le ratio de charge qu'on retire de 13%. Donc là, vous avez la masse de loyer sur 15 ans. Donc ça commence, la valeur des loyers de la première année, c'est 51 000 €. La dernière année de loyer sur 15 ans, c'est 62 000 €. On prend cette masse de loyer qu'on actualise. Ça nous donne la valeur de l'usufruit, la valeur économique de tous ces loyers, 620 000 € qu'on déduit de la valeur du bien, qui a été estimée à 1,6 million. 1,6 million moins 620 000 €, le prix de la nue propriété, 980 000 €. On ajoute nos honoraires, et ce qui fait que le prix de la nue propriété de ce bien affiché a été à 1,25 million € pour un bien d'1,6 million, soit 36% de décote. Exemple de récupération du bien prématuré. Prenons par exemple au bout de 10 ans, le bien, les personnes qui sont dans le bien libèrent le bien au bout de 10 ans au lieu de 15, comme prévu. La valeur de l'usufruit résiduel, c'est-à-dire des 5 dernières années, était de 250 000 €. Hein. Ça, c'est bien les 5 années de loyer résiduel. Moins abattement qui a été appliqué de 34%. Le complément à verser est donc de 165 000 €. Ce qui fait que le prix total pour l'investisseur a été de 1 190 000 € pour un bien d'1,6 million, 10 ans avant, qui a peut-être pris de la valeur, mais sur toute chose égale par ailleurs, il a acheté donc 1 190 000 €, un bien qui vaut 1,6 million, en laissant 10 ans à son vendeur, soit 28% de décote et un TRI de 3,40. Donc ce qui à Paris est évidemment absolument imbattable. Investir donc avec Monetivia dans ce type de placement, de biens, d'actifs, de format. D'abord, pourquoi on fait de la nue propriété? On fait d'abord pour se constituer du patrimoine, pour préparer sa retraite. On a énormément de nos investisseurs qui sont des quadragénaires ou des quinquagénaires ou des sexagénaires pour différentes raisons. Sur la constitution de patrimoine et préparation de retraite, c'est grosso modo entre 35 et 50 ans. Pour vous générer demain un complément de revenu ou un capital parce que vous revendrez le bien et vous serez constitué un capital important. Deuxième autre motivation et intérêt pour la nue propriété, c'est tous les sujets de transmission. On peut optimiser fiscalement les donations en achetant la nue propriété, en la donnant à ses enfants ou en faisant acheter après donation en cash, en faisant acheter par ses enfants la nue propriété, hein, parce que ça permet de donner, c'est toujours pareil, comme l'usufruit écrase la fiscalité,
Ça permet de donner un actif qui a une valeur vénale à moindre coût et à moindre fiscalité à ses enfants. Autre intérêt, c'est un usage futur. Alors là, j'insiste bien sur un... C'est pas vendeur, mais c'est pas grave. Il faut bien savoir quand on fait de la nue propriété, il ne faut pas acheter en se disant je vais en faire ma résidence principale demain. Je pense que ce n'est pas une bonne approche. Pourquoi? Parce que comme on est sur des horizons temporels assez longs, nul ne sait où il en sera dans 10, 15, 20 ans. Hein. Vous êtes expatrié, peut-être que vous n'aviez aucune idée de cette situation que vous en seriez là aujourd'hui, il y a 10 ou 15 ans. Donc c'est pareil, dans 15 ans, sa vie privée, sa vie professionnelle, c'est difficile de savoir où on en sera. Donc se dire j'achète ce bien pour l'habiter dans 15 ans, c'est assez audacieux. En revanche, on peut avoir cette logique-là sur une résidence secondaire, en se disant j'achète ce bien pas sur la côte, etc., pour, quand je rentrerai ou pour ma retraite, j'aurai cet actif-là. Mais pour une résidence principale, c'est plutôt la logique, c'est plutôt de se dire j'achète un bien pour le jour où je le récupère, j'aurai le capital pour acheter le bien là où je veux être. Hein, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et puis, c'est aussi pour beaucoup un investissement qu'on appelle coffre-fort. Hein, c'est-à-dire, voilà, je place mon argent, c'est pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et rendez-vous le jour où je récupère le bien. Voilà, il y a différents formats quand on investit en nue propriété. Ça peut être, on laisse un usufruit temporaire, on laisse un usufruit à vie à son vendeur, on couvre par une assurance cet usufruit à vie. Il y a différentes choses en fonction du risque qui est prêt à prendre l'investisseur. La nue propriété, vous connaissez peut-être dans le neuf. Ça existe dans l'ancien, mais ça existe aussi dans le neuf. La différence, c'est que le neuf, bon, évidemment, quand on achète dans le neuf, c'est évidemment plus cher. Il y a une surcote eu égard au fait que ce soit du neuf. Donc, le prix d'entrée est évidemment, ou les calculs qui vont être faits sont faits sur une valeur vénale du bien plus élevée. Surcote que vous allez sans doute perdre avec le temps qui passe, hein, toutes choses égales par ailleurs, évidemment. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la valeur d'un bien dans l'ancien juste à côté quand on achète dans le neuf, parce que le prix au mètre carré du neuf va rejoindre petit à petit celui de l'ancien dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc l'avantage de l'ancien aujourd'hui, c'est que vous êtes sur une valeur de marché à aujourd'hui, et donc vous n'aurez pas de surcote au départ. Dans le neuf, vous êtes souvent aussi dans vous êtes même toujours dans des logements sociaux, c'est-à-dire vous achetez la nue propriété en laissant, et l'usufruit est laissé à un bailleur social hein, qui met le bien en location à des loyers sociaux, hein, dits sociaux. Et puis dans le neuf, vous êtes souvent aussi dans des localisations qui sont plutôt en périphérie des grandes villes, hein, parce que le foncier coûte cher. L'avantage de l'ancien, c'est que c'est du diffus. Vous allez les biens qui sont sélectionnés sont des biens qui sont intramuros, qui ont soit une valeur locative forte, soit une valeur patrimoniale forte. Donc, ils sont toujours des biens très liquides et facilement louables si vous voulez, quand vous les récupérez. Ce qui est dans le neuf, vous allez souvent avoir des programmes qui sont un peu plus éloignés. Et puis, parce que ce sont des programmes, évidemment, ils ressortent en même temps. Tous les biens ressortent en même temps. Hein, là où, quand on fait du diffus dans l'ancien, vous achetez le bien, la nue propriété d'un bien de monsieur tout le monde hein, dans une ville. Et donc, vous allez être quand vous allez récupérer, vous êtes probablement le seul à vendre l'appartement ou le mettre en location dans l'immeuble. Voilà, pour terminer cette présentation, vous rappelez que là, effectivement, c'est une solution qui est très prisée des expatriés. Hein, 20% de nos investisseurs sont des non-résidents, sont des expatriés, principalement parce qu'effectivement, il n'y a aucune gestion. Quand on est loin, on n'a pas envie du tout de s'embêter avec des sujets immobiliers en France, etc. Il n'y a pas de flux financier et c'est un très bon moyen, merveilleux moyen de préparer son retour. Hein. On rentre dans le marché et du coup, on suit le marché quand on rentre et on ne s'est pas laissé dépasser. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur la nue propriété. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est via le chat, que je puisse répondre à certaines de vos questions immédiatement.
Donc, n'hésitez pas à les poser via le chat. Alors, j'ai une première question d'Irina qui me dit comment est calculé. Alors, qui paye l'assurance Allianz? Ce n'est pas Irina qui m'a posé la question, c'est Maxime. Qui paye l'assurance Allianz? Alors, l'assurance est payée par le vendeur, par l'usufruitier, puisque c'est lui qui conserve la possibilité, qui a le choix en fait, qui se donne la possibilité au-delà de l'usufruit de prolonger son bail et de déclencher donc cette assurance qui couvre votre risque en fait de ne pas récupérer le bien au terme. Donc c'est lui qui va payer cette assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une prime unique. Il n'y a pas de flux, il ne paye pas tous les ans. Il paye chez le notaire, c'est un chèque, il paye l'assurance. Et donc, cette assurance enclenchera une indemnité au terme de l'usufruit si jamais ce monsieur ou cette dame, cet usufruitier est toujours en vie au terme de l'usufruit. Elle est versée à l'investisseur, à vous, si le vendeur reste dans les lieux. Mais si en revanche, le vendeur quitte les lieux, c'est alors lui qui perçoit cette indemnité jusqu'à la fin de ses jours. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de vendeurs le voient comme une prévoyance, payent cette assurance en se disant je garde bien 15 ans et dans 15 ans, j'aurai plus de 90 ans, je partirai en maison et elle sera financée par cette assurance. Comment est calculée l'indemnité mensuelle versée par Allianz? Question d'Irina. Donc, cette indemnité est calculée de telle sorte qu'elle protège le TRI de l'opération. C'est-à-dire, vous allez investir en achetant la nue propriété du bien et on veut protéger évidemment la rentabilité de cet investissement. Donc, on fixe tout de suite comme indemnité 3% de votre investissement. Et ces 3% vont travailler. Donc, si vous étiez versé aujourd'hui, vous auriez 3% et garanti. Et ce qui va se passer, c'est que pendant toute la durée de cet usufruit, ces 3% vont travailler et vont se capitaliser pendant toute la durée du usufruit. Et ce qui fait que quand ils vont s'enclencher au terme de l'usufruit, le montant sera de 3 plus capitalisé, ce qui vous assure de protéger la rentabilité d'opération, de votre opération. Et que si jamais ça dure plus longtemps que prévu, vous êtes parti sur 15 ans, 17 ans, 20 ans, peu importe, si ça dure plus longtemps que prévu, cette indemnité protège la rentabilité de votre investissement. Question de Fatih Amar. Bonsoir de Stockholm. Non, pardon, de Jobs Winter. Quid si l'usufruitier loue le bien et il est occupé au moment du remembrement? Eh bien, à ce moment-là, s'il loue le bien, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il loue le bien, il ne peut pas le faire seul. Il est usufruitier, donc oui, il a tout à fait le droit de louer le bien. Il a ce qu'on appelle le usufruit, c'est usus fructus, il a le fructus, donc le fruit du bien. Il peut louer le bien, mais pour ce faire, il est obligé de passer par un professionnel de l'immobilier. À défaut, Monetivia, c'est prévu à l'acte. Si ce n'est pas Monetivia, c'est n'importe quel autre professionnel, et choisi par les deux parties, acquéreur et vendeur. L'idée étant, évidemment, de prémunir celui qui va percevoir le loyer d'une location sauvage. Ce qui se passe si jamais l'usufruitier, le bien est mis en location et que le bien est occupé au moment où le nu propriétaire récupère le bien, le bail est automatiquement passe au nu propriétaire qui est devenu plein propriétaire et qui perçoit immédiatement le loyer dès le premier jour qui suit le remembrement du bien. Donc, si le bien est mis en location, je crois, 3 ans avant la fin de l'usufruit, fin d'usufruit, vous êtes nu propriétaire devenu plein propriétaire immédiatement et donc le loyer est perçu par vous, acheteur. Question de Camille. Si on veut prendre plus de risques, est-il possible de laisser un usufruit à vie au vendeur? Oui, il est possible de laisser un usufruit à vie au vendeur. On a certains vendeurs qui, par exemple, arbitrent différemment leurs biens et disent « Moi, je vends la nue propriété, je garde un usufruit à vie dans le bien, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas besoin d'avoir un complément en cas si je décède prématurément. Du coup, je ne prends pas d'assurance pour couvrir mon investisseur si jamais ça dure plus longtemps que prévu. » sur la durée sur laquelle les calculs ont été faits. Donc, l'investisseur prend un peu plus de risques
Hein, c'est-à-dire que si ça dure plus longtemps que prévu, ben, ça dure plus longtemps que prévu. Il n'est pas couvert par une assurance. En revanche, si ça dure moins longtemps que prévu, là, il n'a pas de complément à remettre. Donc, c'est vraiment une question de propension ou d'aversion au risque. Si vous voulez caler l'économie de l'opération, c'est le contrat Monetivia avec l'assurance et le complément et démembrement temporaire. Si jamais vous voulez prendre un peu plus de risques, vous pouvez acheter très bien la nue propriété d'un bien en laissant un usufruit à vie au vendeur. Question de Camille. Bonsoir, quel type de biens proposez-vous? Est-ce qu'on peut les visiter? Alors, je réponds tout de suite à la deuxième. Est-ce qu'on peut les visiter? Oui, tous les biens, parce qu'ils sont dans l'ancien, donc ils existent, sont visitables. Et quel type de biens on propose? J'ai commencé un peu à répondre à la question tout à l'heure, c'est-à-dire on propose que des biens qui font du sens pour un investissement de long terme. C'est-à-dire les biens que va sélectionner Monetivia sont des biens qui ont une liquidité forte. Ça veut dire soit qui ont une valeur locative forte, intramuros, dans les grandes villes, soit une valeur patrimoniale, c'est-à-dire sur la côte ou qui ont un intérêt sur la durée à acquérir. Donc c'est ça qui fait la sélection et le choix des biens qui vont vous être proposés. Et tout ça pour tous les budgets, c'est-à-dire qu'on va faire de la chambre de bonne jusqu'à de la propriété. Monetivia, à titre d'exemple, a fait la plus grosse opération en nue propriété en 2021 en vendant un actif 17 millions dans le sud en nue propriété. Hein. Le bien valait 25 dans le sud de la France. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les budgets de la chambre de service vendue à moins de 100 000 euros en nue propriété jusqu'à plusieurs millions pour ceux qui le souhaitent. Maison, appartement, tout type de bien. Question de Jean-Michel Quinault. Est-ce que la durée peut être réduite à 10 ans contractuellement? Oui, la durée peut être réduite. On propose aussi des biens avec des démembrements temporaires de 10 ans secs, où vous récupérez le bien dans 10 ans. On fait même un peu plus court dans certains cas. C'est plus rare, mais on fait un peu plus court. Il n'y a pas tellement d'intérêt à faire trop court, parce que, évidemment, plus vous faites court, moins vous avez de décote, par définition. Hein. Plus l'usufruit que vous laissez, comme il est calculé à partir des loyers, plus vous laissez de durée à votre vendeur, plus vous avez de loyers perçus sous forme de décote. Donc, la décote est importante. Question d'Élodie. Roland, est-ce une bonne idée de diviser l'usufruit entre parents et enfants pour éviter l'IFI? Alors, est-ce que c'est une bonne idée de diviser l'usufruit? Donc ça, vous êtes en train de parler donc des vendeurs, hein, puisque ce sont eux qui conservent l'usufruit, ils vendent la nue propriété, et ils gardent l'usufruit entre parents et enfants pour éviter l'IFI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on vend la nue propriété d'un bien, contrairement à une donation, lorsqu'on vend la nue propriété, il y a un partage de droits sur l'IFI. Hein, c'est-à-dire que le vendeur de l'usufruit, de la nue propriété, pardon, va conserver la valeur de l'usufruit dans son patrimoine immobilier, et le nu propriétaire va conserver la valeur de la nue propriété fiscale dans son patrimoine. Ce qui n'est pas le cas d'une donation, où dans une donation, les parents vont garder l'entièreté de la valeur du bien dans leur patrimoine, en tant qu'usufruitier. C'est un distinguo. Donc je pense que c'est une des raisons de votre question. Si vous veniez à diviser l'usufruit entre les parents et les enfants, en laissant l'usufruit sur la tête des enfants, pour partie, vous n'aurez jamais d'acheteur, pour une raison simple, c'est que l'acheteur ne va pas acheter un bien avec un usufruit de 30 ans ou 40 ans laissé à son vendeur. Nous, en règle générale, on propose des biens à des investisseurs avec des durées d'usufruit qui s'étalent qui s'échelonnent entre, le plus court qu'on va faire, c'est 5 ans, mais c'est vraiment, vraiment marginal, mais on peut faire 5 ans jusqu'à 25 ans. Hein, c'est entre 5 et 25. Ceux qui prennent 25 ans sont en général des plus jeunes, c'est-à-dire 35-40 ans, qui préparent leur retraite, ils veulent le maximum de décote. Et ceux qui vont prendre des durées plus courtes sont dans des logiques de récupération plus rapide,
il vise d'avoir moins de décote, mais d'avoir cette décote qui est défiscalisée et de récupérer le bien plus rapidement. Question de Christophe. Peut-on financer ce type de bien avec un prêt immobilier? Alors la réponse est oui, mais sous condition, comme toujours. Ce n'est pas si simple, surtout dans le contexte actuel qui est, comme vous devez le savoir, un peu compliqué. Ce que va demander la banque, c'est une garantie déplacée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne prend pas en garantie la nue propriété, le bien que vous allez acheter. Elle va vous dire, vous achetez ce bien, je vous prête, j'en sais rien, 300 000 euros. Donnez-moi une garantie à hauteur de 300 000 euros, qui ne soit pas la nue propriété, donc soit un autre actif immobilier que vous détenez, je vais prendre une hypothèque sur ce bien-là, soit du financier, je vais nantir un contrat d'assurance vie pour protéger ce que je vous prête. Donc c'est garantie déplacée obligatoire pour pouvoir emprunter et financer par la dette. Pour votre information, la moitié de nos investisseurs financent la nue propriété par tout ou partie par la dette. Question de François. Bonsoir. En ce qui concerne assurance du bien en cas d'incendie, dégâts des eaux, etc., si le bien est détruit, alors tout le monde est assuré, hein, c'est un peu comme dans une logique de propriétaire-locataire. Le syndic, évidemment, est assuré et assure l'immeuble. Donc, en cas d'incendie, tout ce genre de choses, l'immeuble est assuré. L'usufruitier est assuré, évidemment, comme un locataire dans le bien. Et vous prenez une PNO, propriétaire non occupant, ça coûte 50 euros par an, et vous êtes assuré, tout le monde est assuré. Donc, tout type de préjudice ou dégâts ou destruction, pour aller dans le cas le pire, est couvert par une assurance. Alors, je regarde s'il y a une autre question. Hop là. Alors, question de Pierre. Est-ce qu'il est possible de faire un emprunt pour acquérir une propriété? Alors ça, j'en ai déjà parlé juste avant. Je pense que la question est arrivée après. Oui, c'est possible d'emprunter, mais il faut pouvoir fournir une garantie d'un montant égal au montant de l'emprunt. Frédéric Martin, est-ce un frein le fait de ne pas avoir encore de biens et de ne pas avoir de domicile en France? Quels sont les obstacles, financement banque en particulier? Alors oui, c'est un énorme frein. Je vous confirme que si vous êtes, ce qui est votre cas, expatrié, non résident, et que vous ne détenez pas d'actifs en France, sur le territoire national, vous ne pourrez pas emprunter en France pour acquérir de la nue propriété en France. Parce que les banques ne prendront pas en garantie un actif que vous détenez à l'étranger, pour une raison simple, c'est que s'il y avait un défaut, ils ne pourraient pas venir vous chercher à l'étranger. Donc oui, c'est effectivement un frein. Vous ne pouvez acheter que sur fonds propres si vous n'avez pas d'actifs en France et que vous voulez acheter de la nue propriété. Question de François, est-ce que Monetivia propose le financement ou faut-il nous adresser à une banque pour un investissement initial? Alors on peut vous mettre, nous on a des partenaires évidemment, notamment courtiers, qui connaissent très très bien le sujet de la nue propriété, donc ils savent qui sont les acteurs qui financent ce type d'acquisition. Donc évidemment, on vous met en contact si vous voulez étudier si vous avez un projet d'investissement sur ce type de solution, on vous mettra évidemment en contact avec ces courtiers. Question de Marie. Bonsoir de Belgique. Est-ce possible de faire un emprunt pour ce genre d'investissement? Décidément. Et aussi pour les frais en cas de libération prématurée. Alors, pour l'investissement, j'en ai parlé, donc je ne vais pas en mettre une couche. Pour le complément, en cas de récupération, oui, bien sûr, vous pouvez faire un emprunt. Et ça, c'est d'autant plus facile que vous êtes devenu plein propriétaire du bien. Donc là, vous avez un actif sur lequel vous avez besoin de financer, je ne sais pas, 10% de sa valeur ou 15%, que vous détenez à 100% et que vous allez peut-être mettre en location. Donc là, vous appelez votre banque, vous lui dites, voilà, est-ce que vous pouvez me prêter, je ne sais pas moi, 150 000 euros d'un bien qui vaut 1 million? Je vais le mettre en location. Là, pour le coup, je pense qu'il vous faut à peu près une journée pour avoir le financement. Question de Christophe. Quelle est la fourchette de prix de ces biens
Comme j'ai évoqué tout à l'heure, on va faire vraiment, si vous allez sur le site de Monetivia, vous allez côté acquéreur voir la sélection de biens, vous allez voir le type de biens proposés. C'est vraiment il y en a pour tous les budgets, hein. Franchement, on va dire que la moyenne, elle est en nue propriété, on va dire qu'elle est c'est toujours pareil, ça dépend aussi où vous cherchez, si c'est sur Paris ou si c'est en province, mais c'est, allez, on va dire 400 000, 300, 400, 500, mais il y en a pour tous les budgets. Il y a plus d'1 million, il y a moins à 150, 200 000 euros en nue propriété. Il y en a vraiment pour tous les budgets en fonction des durées que vous choisissez et de la taille des actifs. Question de François, état des lieux à la restitution du bien, si dégradation. Il y a un état des lieux qui est fait au moment où vous achetez le bien. Tout est prévu dans l'acte sur le maintien en usage du bien, avec des garde-fous, évidemment, pour vous prémunir de sujets effectivement de détérioration, dégradation du bien, notamment volontaire. Évidemment, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que là, vous achetez un bien à un propriétaire, à un vendeur qui était le propriétaire du bien et qui a voulu rester dans le bien. Donc, il est évidemment attaché au bien, et ça, c'est un énorme avantage par rapport au locatif. C'est qu'au lieu de faire 15 ans de locatif avec des locataires qui tournent et qui vont vous demander des petits travaux de menu frottin comme ça, d'embellissement, de remise en état, etc., avec des personnes qui sont absolument pas attachées au bien, qui savent qu'ils vont partir, donc il ne faut pas plus d'attention que ça. Là, vous avez quelqu'un dans le bien qui aurait pu le vendre, mais qui a choisi d'y rester et qui est particulièrement attaché. Question de Philippe. Bonsoir, l'achat en nue propriété que vous avez présenté est sous le régime fiscal français. Faites-vous cela à l'étranger? Alors non, on ne fait pas encore cela à l'étranger, parce que vous avez tout à fait raison, il est sous le régime civil et fiscal, sous le droit immobilier français. On va pouvoir, il y a certains autres pays où on pourrait le faire, et on va sans doute le faire, mais au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, les biens qu'on va vous proposer, ils sont principalement et uniquement sur le territoire français. Après, il y a d'autres pays qui sont très proches du fonctionnement en droit immobilier de France. Je pense à l'Italie, je pense à la Suisse, je pense à des pays comme ça, et où demain, il sera possible de proposer des biens. Question d'Arnaud. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie, avec grand plaisir. Existe-t-il des formules d'emprunt avec des banques partenaires pour financer cette acquisition en nue propriété? Alors, Arnaud, j'ai répondu à cette question un petit peu avant. Peut-être que vous l'avez déjà eu. Je vois que vous avez posé la question à 19h30. Il est 43, donc je pense que vous avez eu la réponse. Oui, nous avons des courtiers et des banques partenaires qui peuvent étudier votre projet. Question de Pierre. Quel type de travaux sont à la charge de l'acheteur? Un exemple est possible. L'acheteur, c'est le 606 réduit à son strict minimum. Structure, toiture. Structure, c'est tout ce qui est ce qui touche le bâti, la fondation, et la toiture, c'est-à-dire la couverture. C'est ce qu'on appelle en général le clos et couvert. Clos et couvert. Et en revanche, tout le contenu, je sais pas, ascenseur, chaudière, etc., tout ça, c'est pour l'usufruitier, parce que ça ne touche pas la structure, le corps de bâtiment. Voilà ce qu'on peut dire. Je citais tout à l'heure un ravalement de façade. Un ravalement de façade, c'est pour l'usufruitier, ce n'est pas pour le nu propriétaire, parce que c'est du nettoyage et ça n'impacte pas la structure. Question de Christophe. Si on a un actif sous prêt, ce bien ne peut pas être pris en garantie. Alors, non. À un petit détail près. Non, pourquoi? Parce que si vous donnez un actif qui est déjà grevé d'une sûreté, d'une hypothèque, parce que vous avez fait un prêt, une banque va pas prendre, une autre banque va pas prendre cette garantie parce qu'elle va se retrouver en deuxième rang, et une banque ne se met jamais en deuxième rang en garantie. Elle va vouloir être en premier rang. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on refinance la dette sur votre actif
à condition évidemment qu'on ajoute en fait le montant dont vous avez besoin pour acheter le deuxième en prenant le premier en garantie. Mais il faut que la valeur du premier, évidemment, soit suffisante pour qu'il lui soit grevé une hypothèque d'un montant qui représente la dette que vous aviez préalablement, plus celle que vous rajoutez pour acquérir la nue propriété. Question de Romain, et je vois que le temps tourne, ça sera une des dernières questions. Romain, en cas de non-résident français, quid des taxes dans le pays d'accueil? La nue propriété française est-elle reconnue à l'international? Alors là, pour ce type de questions, évidemment, là, on est vraiment sur du tailor-made, c'est du sur-mesure, en fonction de là où vous êtes situé. Ce n'est pas les mêmes conventions, ce n'est pas les mêmes régimes. Et donc, ça, il faut voir par pays comment ce type d'acquisition immobilière à l'étranger, donc en France, dans votre pays d'origine, est taxée, ou si elle rentre dans une taxation là où vous êtes. Mais je ne peux pas vous répondre d'ordre général, évidemment, comme ça, parce que c'est très fluctuant en fonction des pays. Voilà, écoutez, je vois qu'il est 46. Certains d'entre vous ont sans doute envie d'aller voir le match. Et il est temps de nous quitter. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, qui ne sont pas apparues dans le chat, on y répondra évidemment parce qu'elles nous seront transmises par l'UFE. J'étais absolument ravi de partager ce moment avec vous. Vous aurez, pour information, vous sera envoyé cette vidéo en replay par l'UFE à chacun des participants. Et nous, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ou si vous avez des questions ou des intérêts pour ce type d'investissement ou des projets d'investissement, à nous envoyer sur l'adresse qui apparaît là, contact@monetivia.com, et on sera absolument ravis de vous accompagner sur ces sujets-là. Je vous dis à très bientôt, à vous tous d'Italie, donc je vois de Milan, de Belgique et de partout en Europe. Et profitez bien de l'expatriation. C'est une superbe expérience. À très, très bientôt.